Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je suis Sarah Massengo, fondatrice de la société Time for Action. J'ai aussi 2 enfants et j'ai créé ma société il y a peu de temps pour aider les femmes qui ne sont pas épanouies dans leur travail, pour qu'elles puissent vraiment avoir un métier qui soit en accord avec leurs aspirations, leurs talents et qu'elles puissent avoir un fort impact grâce à ça. Et avant, j'ai travaillé 10 ans dans les ressources humaines, je ne me sentais pas à ma place et aujourd'hui, ma mission, c'est d'aider des femmes à se sentir épanouies dans leur travail. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Julien, que j'ai rencontré sur LinkedIn et qui a accepté de partager son témoignage. Et c'est la première fois que je donne la parole à un homme parce que j'ai constaté que aussi des hommes pouvaient m'inspirer, puis inspirer des personnes que j'observe, et les personnes de ma communauté. Julien, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Déjà, merci pour l'invitation. Je me considère comme un citoyen du monde, vraiment profondément et vraiment. S'il y a une seule définition à donner, pour moi, c'est ça, c'est citoyen du monde, parce que je fais un peu ma part du colibri. Tu sais, comme je ne sais pas si tu connais l'histoire du colibri. Non. Non. Tu sais, l'histoire du colibri, c'est un petit colibri qui est en train de voler et qui se dirige vers une forêt qui est en flammes. Et il croise un sanglier et le sanglier lui dit: mais qu'est-ce que tu fais? Tu crois que tu vas arrêter le feu comme ça? Il dit: je fais ma part. C'est sûr que je vais pas l'arrêter tout seul, mais au moins je fais ma part. Et donc du coup, moi je me considère un peu comme ça. J'ai le sentiment de faire ma part pour apporter une pierre positive sur notre planète, pour ouvrir un peu les consciences, pour apporter un regard différent sur beaucoup de choses. Et donc voilà, voilà, citoyen du monde. Après, pour mettre des étiquettes, je suis un chef d'entreprise intuitif. J'insiste sur le côté intuitif parce qu'on est encore très peu, je trouve, en France, en tant que chef d'entreprise, mais globalement en tant que citoyen, à écouter notre intuition. Et moi, tout ce que j'ai fait depuis 18 ans, c'est en écoutant mon intuition, ni plus ni moins. Donc, ce qui veut dire que je pars dans des directions que je ne prévois pas et que je n'imagine pas, mais quand ça se présente à moi, j'écoute ça en fait. Si ça me parle, j'y vais. Si ça ne me parle pas, je ne le fais pas. Et généralement, quand ça te parle, ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ça m'a amené à réaliser des films, à créer des événements. Donc, j'ai réalisé le film C'est quoi le bonheur pour vous, le film L'école de la vie, une génération pour tout changer. On a créé le festival pour l'école de la vie à Montpellier depuis 5 ans maintenant, qui attire 15 000 personnes. Donc, c'est devenu un gros événement, alors qu'on était parti d'un pique-nique. Tu vois encore le côté intuitif. Moi, je n'avais pas prévu de faire un festival, je voulais juste faire un pique-nique pour regrouper les gens. Et puis après, on a organisé un congrès qui s'appelle le Congrès Innovation en Éducation, qui dure aussi depuis 4 ans maintenant. La prochaine édition, c'est le 22 et le 23 mai à Paris. Voilà, on a organisé pendant 6 ans des rencontres interprofessionnelles pour le monde des thérapeutes et les professionnels du bien-être dans 17 villes et dans des pays francophones. C'était très amusant. On a créé des séjours vélo, yoga et méditation. Enfin, je pense que la liste est très grande. Et donc là, on est en train de se lancer dans un projet, mais je ne peux pas encore t'en parler parce que ça va être une surprise au mois de février. Mais ça faisait partie de ma liste. J'ai une liste sur mon bureau encore de 16 projets à mettre en place. Et ça faisait partie de cette liste, donc on est très content. Mais tu en sauras plus au mois de février. Et là, le dernier truc qui vient d'arriver, c'est un jeu de cartes qui est inspiré du film C'est quoi le bonheur pour vous. On est très content de ça parce que c'est pareil, on n'avait jamais imaginé créer un jeu de cartes. Ça nous a mis 2 ans. Et voilà, il est arrivé le 3 décembre là, dans nos bureaux et pendant 3 jours, on s'est transformé en Papa Noël, à envoyer des billets partout, c'était chouette. Et donc voilà, c'est un peu long pour me présenter, mais retenons chef d'entreprise intuitif et citoyen du monde. C'est plus cool. Et tu vois, justement, Julien, ce que j'aime dans ton parcours, c'est que tu parles beaucoup d'intuition. Et d'ailleurs, dans ta conférence TED, en fait, que j'ai regardée plusieurs fois, tu vois, j'aimerais que tu nous dises un petit peu, toi, à partir de quel âge tu as commencé à écouter ton intuition? Moi, je pense depuis ma tendre enfance, en réalité. Parce que j'ai vraiment cette sensation qu'on est tous connectés à notre intuition. Difficilement, je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui dise à un moment donné « Ah, je le savais et je ne l'ai pas fait ». Ou une situation arrive, elle se dit « Ah, mais je le savais ». Ça nous arrive tout le temps, quoi. Tu rencontres une personne, je sais pas, tu la sens pas, et puis il se passe un truc, et puis tu te dis « Ah ouais, je la sentais pas ». Tu vas prendre une direction quand tu voyages et tu sentais qu'il fallait pas partir dans cette direction, et puis voilà, en fait, il se passe un truc. Donc, on l'a tous vécu au moins une fois, je pense, dans notre petite vie. Et pour moi, c'est ça, en fait, ce canal intuitif, c'est cette toute petite voix, on l'appelle comme on veut. Il y en a qui vont dire c'est mon ange gardien, d'autres qui vont dire, enfin, peu importe ce que c'est. Il y a quelque chose à un moment donné qui est de l'ordre de l'inné, à mon avis, c'est vraiment quelque chose qui est inné chez l'humain.
on a un truc, on a une sensation, une perception, je sais pas, que ça peut être auditif. Moi, c'est des frissons, par exemple. Et ce qu'il y a, c'est qu'on nous a pas appris à l'écouter. On nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend pas à nous accompagner, en fait, dans le développement de l'être humain, quoi, globalement. On intègre beaucoup de savoir, mais on nous accompagne pas à développer notre être, avec tout ce que ça englobe. Et c'est vraiment un long cheminement. On le voit bien après en tant qu'adulte. Hein. Ceux qui s'intéressent après à leur propre développement personnel, c'est le chemin d'une vie, quoi. Donc, si on nous accompagnait le plus tôt possible dans ce chemin-là, je pense que cette notion d'intuition serait vite abordée. Et donc, voilà, moi j'écoute ça depuis que je suis tout petit, ça ne m'a jamais trop trompé. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des conditions aussi pour être plus à l'écoute de cette intuition. Parce que c'est vraiment de l'ordre du subtil. Tu sais, c'est quelque chose qui passe du millième de seconde. Et après, c'est plutôt notre réflexion en fait, qui prend le dessus. Pour plein de situations que je viens d'évoquer, mais on peut vraiment l'appliquer dans plein de choses. Et à mon sens, pour essayer d'être le plus connecté à soi, au-delà de l'intuition, mais juste au moins d'être connecté à soi, à ses sensations, ses émotions, son ressenti, les odeurs, les perceptions, plein de choses, il faut s'occuper de soi. C'est vraiment... il y a deux notions moi, sur lesquelles je reviens assez souvent quand j'essaye de retourner les choses dans tous les sens pour voir un peu comment on pourrait essayer d'accélérer les choses pour que les gens prennent conscience qu'ils ont une responsabilité citoyenne en fait, de vivre sur cette planète et de ne pas se laisser... j'allais dire entre guillemets, manipuler par je sais pas, les politiques, par les médias, par l'économie, par le gouvernement, par plein de choses, l'éducation aussi, et d'être un peu plus conscient de beaucoup de choses, et ça passe par prendre soin de soi. Et comme ça, on ne nous l'apprend pas non plus à l'école, c'est un long cheminement. Donc prendre soin de soi et revoir le système de l'éducation, c'est vraiment deux notions pour moi qui sont super importantes. Et donc pour prendre soin de soi, il faut prendre du temps pour soi, donc il faut découvrir quels sont les aliments, par exemple, qui sont bons pour nous, parce que ça non plus, on ne nous l'apprend pas. Si moi, par exemple, les carottes vont être bonnes pour moi, pour mon organisme, peut-être que pour toi, ce n'est pas à recommander, peut-être que toi, il faut que tu manges, je dis une bêtise, des choux de Bruxelles, mais en fait, chacun doit identifier en termes d'aliments qu'est-ce qui est bon pour notre propre santé. Et là, je parle de santé, je ne parle pas juste de manger parce que... Et moi, je suis un épicurien, j'adore manger, mais je parle vraiment de produits qui sont bons pour notre santé. Et ça, c'est toute une éducation. De trouver le bon sport qui est bon aussi pour nous, pourquoi pas plusieurs, mais au moins d'avoir une activité sportive qui nous permet de libérer les toxines. Tu sais, quand tu vas aux urines, par exemple, tu libères des toxines. Mais par contre, quand tu fais du sport, tu libères aussi d'autres toxines, mais par les pores de ta peau. Et ça, c'est hyper important pour le bien-être, en gros, de ton organisme. Donc, il faut vraiment trouver un sport qui te permette d'éliminer, donc en gros, de transpirer, et à chacun de trouver le sport qui est bon pour lui. De se rapprocher le plus régulièrement possible de la nature, parce que c'est pareil, maintenant, merci aux scientifiques et aux chercheurs, il y a beaucoup d'études qui démontrent les bienfaits, notamment les plus récentes, c'est autour des arbres, donc du coup de la forêt, et globalement, on peut vraiment le généraliser à, je sais pas, la montagne, la mer, un parc, à mettre les pieds dans la terre, tu vois. Tout ça, c'est extrêmement bon pour la santé de l'être humain. En fait, c'est un mode de vie. C'est marrant, en fait, tout est lié finalement. C'est un mode de vie global à avoir. C'est tout un écosystème autour de notre environnement pour qu'on puisse être épanoui finalement. C'est ça, et c'est vraiment des grands basiques. Je te dis, c'est alimentation, sommeil, évidemment. Donc, être très vigilant à son sommeil. Moi, par exemple, ça fait 20 ans que je ne mets plus de réveil. Parce qu'on a réussi aussi à montrer à travers des études que le réveil, même si c'est un réveil qui est doux, tu sais, maintenant il y a plein de réveils qui sont doux, avec une petite lumière et tout machin, même ça, en fait, ça te sort de ton réveil. Et donc, on a des périodes, tu sais, très spécifiques dans notre sommeil, et même si un réveil qui est très doux te sort de ton sommeil, ça stresse ton corps après pour la journée. Oui. Donc, l'idée, c'est quoi? En fait, c'est de trouver de combien d'heures de sommeil tu as besoin pour être en forme, pour être vraiment en pleine capacité de tes moyens pendant la journée. Et donc là, chacun, il faut qu'il étudie. Pour certains, ça va être 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures. Comment tu as fait pour trouver ton rythme, connaître ton rythme Moi, c'est venu assez rapidement. C'est quand j'ai quitté le monde du salarié pour créer mon entreprise. En l'espace de 6 mois, je voyais que mon corps se réveillait très rapidement, enfin très tôt. Et donc, je suivais un peu ce rythme. En même temps, j'étais excité aussi de développer mon entreprise. Donc, j'étais dans cette voie-là un peu naturelle. L'adrénaline, ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est encore le cas maintenant. Moi, je suis excité comme une puce de me réveiller le matin et de changer le monde. Je trouve ça génial. Et après 10 ans, c'est ça? C'est en 2013. Non, ça va bientôt 19 ans. 2003, c'est ça que tu as 2003, ouais.
Et tu es toujours excitée tous les matins Ouais. par ton job. C'est magnifique. Ah ouais, à fond. Et donc voilà, donc le sommeil hyper important, identifier ça. Si on a du mal avec ce que je peux comprendre, parfois on a des obligations, je sais pas, par exemple, prendre un train, un avion, ou je sais pas, ne pas arriver en retard à son travail. Il y en a pour qui certains, ça va être compliqué de se dire, ah là, là, moi si je mets pas de réveil, c'est bon, moi tu me laisses dormir jusqu'à midi. Je peux comprendre, mais en fait c'est un exercice, c'est-à-dire que, bah, évidemment, tu te couches plus tôt. Tu vois, si moi je me lève tôt, je me lève vers 5h30, 6h, mais pour être réveillé à 5h30, 6h, bah forcément je me couche pas à minuit. Ouais, c'est sûr. Je me couche plus tôt. Donc c'est aussi revoir un peu sa vie. Ça ne veut pas dire que j'ai pas de chérie, ça ne veut pas dire que j'ai pas de vie, que je ne voyage pas, et tout, etc. Mais c'est vraiment revoir un peu son mode de vie. S'entourer de gens positifs, très important. Aller chercher de l'information positive, ça ne veut pas dire se voiler la face et fermer les oreilles de tout ce qui se passe à l'extérieur, mais il faut être conscient que ce que le mainstream nous dévoile, c'est 1% de ce qui se passe sur notre planète, peut-être, tu vois. Donc, c'est que de l'information anxiogène et négative. C'est une réalité, c'est ce qui se passe sur notre planète, mais c'est pas du tout ce qui se passe sur notre planète. C'est juste un prisme, c'est juste un regard. C'est comme si toi, demain, tu crées, je sais pas, une autre chaîne concurrente à TF1 et que tu décidais de montrer ce que toi, tu as envie de montrer. Et ben, tu ne montrerais pas des gens qui meurent, peut-être, tu ne montrerais pas des gens qui sont dans la famine ou des gens qui vont pas bien ou que sais-je, quoi. Donc, il faut bien conscientiser ça, qu'on a ce choix d'aller chercher de l'information. Donc, autant se couper de l'information anxiogène et négative qui nous fait vraiment du mal et qui est énergivore, ça nous prend vraiment de l'énergie, et plutôt aller chercher de l'information positive, tout en étant conscient qu'évidemment, on n'est pas dans le monde des bisounours, forcément. Oui, on est conscient de ce qui se passe. Tu vois, moi, je suis un entrepreneur, Tim Ferriss, c'est un entrepreneur américain, il a en fait lancé la semaine de 4 heures, où on est plutôt, voilà, essayer de travailler efficacement et puis avoir une activité qui a un impact. Et lui, il parle de la diète médiatique. Donc, c'est très sélectif. Et puis, moi, depuis que j'ai fait aussi, ça a changé ma vie, je confirme. C'est clair. Moi, j'ai jeté ma télé il y a 25 ans. Ah ouais. Ça sert à rien. Mais ouais, franchement, ça sert à rien. Encore plus maintenant, avec Internet, l'information arrive de partout. Donc, en plus, avec le coronavirus, toutes les informations, les fake news, ah oui, aussi. Mais c'est clair. C'est que de l'information sur la désinformation, sur des informations. Donc, c'est ultra compliqué. Donc, voilà, on a cette possibilité beaucoup plus maintenant d'aller chercher de l'info. Donc, à nous de faire cet exercice plutôt que de la subir. Et quand je dis subir, c'est que je pense à tous ces gens qui, quand ils rentrent chez eux, allument la télé. Ouais. Tu sais, ça fait un fond d'ambiance et tout. Sonore. Exactement. Mais ça, ces informations, elles rentrent dans ton cerveau. Que tu le veuilles ou non, dans ton inconscient, en fait, ça rentre. Et donc, même si c'est une série, parce que même les séries, par exemple, il y a beaucoup de séries qui sont très anxiogènes. C'est des séries autour de crimes, autour de meurtres, autour de couples qui se font la guerre. C'est jamais très rose, hein, quand même. Hein. Oui, on peut trouver de l'information positive sur une télévision, c'est sûr, mais c'est pas ce qu'il y a de plus global, quoi. Donc, voilà, quand tu rentres chez toi, que tu allumes la télé et que tu le mets en fond sonore, dis-toi bien que tu te fais rentrer des informations de ce qu'ils sont en train de se dire à la télé, même si tu ne le regardes pas. Je suis entièrement d'accord avec toi. Pour les personnes qui le regardent, j'espère que ça fera écho chez eux. Ouais, j'espère, ouais. Ça c'est important. Et puis, le dernier point qui me vient à l'esprit, c'est de trouver des exercices de relaxation. Ouais. Donc, on parle beaucoup maintenant ces dernières années, tant mieux de méditation, mais il y en a beaucoup peut-être qui pensent encore que la méditation c'est religieux ou que c'est réservé à des moines bouddhistes perchés sur leur montagne. C'est absolument pas ça, hein, de mon point de vue. La méditation, pour synthétiser, c'est un exercice de relaxation, ni plus ni moins. C'est-à-dire que le plus basique, ce serait de te mettre assis sur une chaise, le dos droit, de fermer les yeux, d'être dans une pièce qui est au calme et de te concentrer sur ta respiration, par exemple. Rien que ça. Eh ben, il y a des scientifiques qui sont amusés à étudier Mathieu Ricard, qui est l'un des moines, on va dire, les plus connus reconvertis, qui était un ex-scientifique reconverti moine bouddhiste. Ouais. Et donc, ils lui ont mis des électrodes de partout quand il était en méditation, etc. Donc, il s'est prêté au jeu. Après, il y en a d'autres aussi qui ont mené des études. Et donc, pour ceux qui accordent du crédit aux scientifiques et aux chercheurs, maintenant, c'est prouvé, la méditation, ça fait un bien fou pour l'être humain. Et c'est même impressionnant tous les effets bénéfiques collatéraux que ça peut avoir après beaucoup plus loin, quoi. Donc, 5 minutes par jour, je pense que c'est accessible à tout le monde. Allez, 10 minutes sur une journée de 24 heures, je pense qu'on peut se les allouer. À chacun, moi je ne prêche pas pour la méditation, mais à chacun de trouver un exercice de relaxation qui est bon pour lui. 10 minutes, seul, au calme, sans ses enfants, sans son mari, sans sa femme, seul avec soi-même, quoi. Et ça, c'est possible. Voilà. Et donc, si on arrive à allier ça, donc alimentation, sommeil, sport, nature, s'entourer d'informations positives et de gens positifs,
faire des exercices de relaxation et que ça, tu l'intègres dans ta vie, donc c'est-à-dire que ça devient une routine au même titre que tu manges, Ouais, tu brosses et ben, où tu... Ouais, ouais, c'est... ça, et ben, forcément, tu es bien dans ton corps, tu es bien dans ta tête, tu rayonnes des énergies positives, ça va inspirer les gens qui sont autour de toi, ils vont se poser des questions, et dire bah, qu'est-ce qui se passe, tu rayonnes, tout va bien, tu vas leur expliquer un peu ta démarche. Il y en a certains chez qui ça ne va pas du tout matcher, puis il y en a d'autres, tu vas semer des graines, ils vont se dire putain, quand même, c'est bien. Peut-être que je devrais essayer aussi. Tiens, je vais me remettre au sport, par exemple. Bah, c'est le premier pas, tu vois. C'est le premier pas qui va t'amener peut-être après, je sais pas, aller chercher un bouquin en développement personnel dans une librairie, etc., etc., etc. Ouais. Et ça permet d'inspirer d'autres personnes de manière positive et clairement. C'est ça. Et ça, malgré le fait qu'on ait des problèmes, tu vois, moi je pensais que le fait d'avoir une certaine routine, quand j'avais peut-être un raisonnement erroné à l'époque, je me disais oui, mais ce genre de personnes n'ont peut-être pas dormi. Non, et je pense que tu as une autre perception des choses et tu vois les problèmes d'une manière différente en fait. Ouais. Mais très clairement. Et même avoir le positif dans le négatif. Mais c'est exactement ça. Parce que, c'est logique, si tu es déjà bien en fait avec ton corps, tu vois, tu es bien dans ta machine biologique, tu es en pleine possession de tes moyens, forcément tu es bien dans ta tête. Et donc du coup, toutes les situations que tu vas vivre dans ton quotidien, tu vas les vivre très différemment d'une personne qui n'est pas dans cette dimension. Enfin, c'est vraiment très logique. D'ailleurs, on l'a même vu pendant ces périodes de confinement. Ceux qui étaient déjà dans une démarche de développement personnel ont 10 fois mieux vécu les choses que les personnes qui n'étaient pas prêtes à se retrouver confrontées avec elles-mêmes, chez elles, comme ça, enfermées. C'est logique. Donc, pour moi, c'est vraiment une responsabilité citoyenne que chaque individu conscientise que s'il veut un monde meilleur, bah, qu'il commence déjà par s'occuper de lui. Ouais. Et j'aime beaucoup la citation de Gandhi que tu as citée à plusieurs reprises dans ton TED, sois le changement que tu veux être dans le monde. Hein. Ça, bah oui, ça devrait tous se l'appliquer, hein, finalement. Évidemment, mais c'est vraiment ça. Si tu veux un monde, je sais pas, rempli d'amour, bah, incarne l'amour. Mais ne demande pas aux autres d'incarner l'amour. Commence-toi déjà par incarner l'amour. Parce que c'est ça aussi, tu sais, un peu le phénomène de notre société, c'est qu'on reporte toujours la cause sur quelque chose d'extérieur. Donc l'extérieur, ça peut être tout n'importe quoi. Ça peut être, je sais pas, la personne avec qui tu vas partager ta vie. Ça peut être les politiques, ça peut être le gouvernement, ça peut être les médias, peu importe. Mais tu remarqueras quand même que souvent les gens vont te dire j'ai pas le choix ou c'est à cause d'eux. Mais non, en fait, tu as le choix déjà dans la vie de tous les jours de penser un peu comme tu veux. Il n'y a personne qui peut t'obliger à essayer de penser positif plutôt que d'essayer de penser négatif. Enfin, et c'est ça où je trouve que la machine globale est quand même bien faite à l'échelle mondiale, c'est que tout va tellement très vite, et encore plus là en ce moment, qu'en gros, on ne donne pas le temps aux gens de se poser et de réfléchir et de se poser les bonnes questions, quoi. Tu sais, moi j'ai l'impression que les gens se marient parce qu'ils sont conditionnés, que les gens se mettent en couple parce qu'ils sont conditionnés, ils font des enfants parce qu'on leur a fait croire en fait dans ce beau cercle de la vie que il faut se marier, faire des enfants, avoir une belle maison, un chien, le 4x4, le beau jardin. Et donc du coup, on ne prend pas ce recul nécessaire pour se poser les bonnes questions. En fait, qui suis-je déjà? Il y en a plein qui sont incapables de se poser cette question et d'y répondre. C'est-à-dire, en gros, c'est quoi le bonheur pour moi et qui suis-je, quoi? Est-ce que je suis bien avec les choix que j'ai faits? Toutes ces questions philosophiques. Tout part de soi. En fait, est-ce que dans ton reportage, en fait, ce que j'ai bien aimé dans des interviews sur le bonheur, les définitions, c'est ça part de l'intérieur vers de l'extérieur et non pas l'inverse. C'est ça. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important que les gens conscientisent ça. Et au-delà de le conscientiser, qu'ils fassent un premier pas. Et comme je te le disais, le premier pas, c'est peut-être d'aller acheter un bouquin, c'est peut-être de commencer à refaire du sport, c'est peut-être de dire, c'est vrai, je mange un peu gras, tiens, je vais manger un peu différemment. C'est tous ces micro-pas, en fait, qui font la différence sur du long terme, sous condition que les gens aient bien conscientisé qu'effectivement, il y a des choses à revoir, quoi. Il faut se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris quelque part. Et il nous reste quelques minutes. Moi, je voudrais, en fait, qu'on reparle brièvement, en fait, de ton enfance. Parce que tu vois, c'est que tu as un parcours inspirant et je voudrais quand même que les gens se rendent compte que tu es passé par des phases difficiles durant ta jeunesse et que tu t'es battu pour en arriver là. Tu vois, c'est pour ça que ton parcours m'a intéressée. Je me suis reconnue à travers ton histoire. Moi, je voudrais savoir, pendant ton enfance, déjà à l'école, qu'est-ce qui fait que tu ne te sentais pas à ta place? Déjà, pour moi, ce qu'il faut conscientiser, c'est que je pense qu'on a tous vécu des histoires un peu glauques ou un peu dures. Si tu prends le temps et que tu arrêtes des gens dans la rue, que tu vas boire un café avec eux, tu vois, on a tous des trajectoires de vie qui sont quand même assez dingues. Il faut juste prendre le temps d'écouter les gens. Oui. Après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus médiatisées, tu vois, comme moi je le suis. Après, il y en a d'autres qui vont écrire des bouquins, qui vont parler de leur histoire. Mais globalement, je pense qu'il y a au moins 90% des gens ont des trajectoires de vie, on va dire pas communes, c'est juste qu'on ne s'y intéresse pas. Pour ce qui me concerne, et ça va résonner sur plein de personnes, moi je suis dyslexique et dysorthographique.
Et donc, je suis loin d'être le seul. Hein. Alors, dans ma classe, par contre, j'étais le seul à l'époque. Moi, j'ai eu 42 ans, là, il n'y a pas longtemps. Mais à l'époque, ouais, je crois que j'étais le seul dans ma classe. Et donc, du coup, c'était un peu compliqué parce que, et je leur en veux pas, les enseignants, ils n'avaient pas les outils pour accompagner les enfants qui sont différents. Parce qu'on est juste différents dans notre méthodologie d'apprentissage. Sauf que la société, elle, te fait croire que tu es différent globalement. En fait. Et c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur. Et je pense là à tous ces enfants qu'on met des étiquettes un peu sur tout. Tu sais, les TDAH, ceux qui sont super intelligents, ceux qui sont 10 et tout, etc. C'est compliqué d'avoir des étiquettes quand tu es gamin. Tu n'es pas prêt à conscientiser. Et donc, quand on te fait comprendre que tu es différent, parce qu'on te le dit, bah ça, c'est un peu, pour certains, je pense, peut être vraiment traumatisant. Moi, je crois avoir eu la chance de transformer ça, parce que du coup, je suis devenu le clown dans la classe. Pour compenser, tu sais, un peu ce côté, je suis différent, en même temps, je vais cultiver cette différence. Là, tu vois, j'ai retenu, en fait, tu as dit cultiver cette différence. Comment tu t'es dit, tu as eu ce déclic, je vais cultiver ma différence, je vois bien que je ne suis pas comme les autres, et alors toi? C'est difficile de me rappeler, tu sais, à cette époque, du déclic que j'ai pu avoir par rapport à ça. En tout cas, je me rappelle l'acter, quoi, être, tu vois, dans cette démarche. C'est plus, à mon avis, le regard que j'ai maintenant de recul qui me fait dire que j'ai été dans cette démarche, mais sur le moment, je n'avais pas cette réflexion intellectuelle, hein, je ne pense pas. Hein. Ça a été peut-être quelque chose d'intuitif, tu vois, sur le coup. Oui. Ouais, c'est possible. Hein. Et puis après, pour la suite des événements, par contre, j'ai eu des déclics. C'est-à-dire qu'on a fait partie d'un programme, donc c'était l'ensemble de la classe, où on est parti pendant un mois aux États-Unis. Et à l'époque, on avait 10-12 ans. Et ça, ouais, pour l'ensemble de la classe, au moins la moitié, parce qu'on s'est revus après, des années après, on a reparlé de ce voyage. Ça a été un voyage transformateur, vraiment, parce que déjà, quitter ton foyer entre 10-12 ans, c'est hyper tôt. À l'époque, faut se remettre donc dans les conditions de l'époque, prendre l'avion, c'était réservé à des gens qui étaient extrêmement aisés, quoi. Donc là, on prenait l'avion, pour nous, c'était un truc de dingue. Et puis, on restait un mois aux États-Unis, donc dans une langue qu'on maîtrisait à peine. Et en gros, on se débrouillait un peu par nous-mêmes. On était implantés dans une famille d'accueil, mais bon, on était un peu livrés à nous-mêmes. Et ça, c'est hyper formateur. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Et c'est ce que prône beaucoup de pédagogie un peu nouvelle ou positive, c'est d'amener les enfants à vivre des expériences. Parce qu'on apprend 10 fois plus en vivant les choses, quoi. Et donc ça, ouais, pour moi, ça a été un gros déclic et ça m'a amené progressivement et très tôt, du coup, à m'intéresser à moi, en fait, à m'intéresser à qui je suis. Après, ça a été le kung-fu. Avoir le goût du voyage aussi. Le goût du voyage, ah ouais, mais pour moi, c'est l'outil par excellence en développement personnel, sous condition de partir seul, à mon sens. Ah oui. Parce que quand tu pars avec quelqu'un, tu es connecté quand même avec cette personne. Et là, quand tu pars seul, tu es connecté avec toi, tu es connecté avec l'environnement, les gens que tu rencontres. Les gens viennent plus facilement aussi à ta rencontre quand tu es seul que quand tu es à 2, à 3 ou à 4. Ouais. Et donc, pour moi, c'est un super cheminement pour apprendre à se connaître et mieux comprendre les autres. Et puis après, le kung-fu pendant 14 ans, qui a été un gros déclic, qui est venu canaliser en fait ce trop-plein d'énergie que j'avais, parce que j'avais pas confiance en moi à l'école. Comme je faisais clown, je faisais plein de bêtises. Et donc, il fallait canaliser un peu ce trop-plein d'énergie. Et là, mon frère me fait découvrir le kung-fu et ça a été une révélation. Je deviens champion de France en 99, donc je suis passionné en fait des arts. Et puis, en 95, je tombe sur un livre qui s'appelle La prophétie des Andes, qui là vient, j'allais dire, labelliser tout ce que je pense, tout ce que je dis depuis des années. Je suis un minot à l'époque et je tombe sur ce bouquin, mais je me dis, mais c'est génial, en fait, je ne suis pas le seul à penser comme ça. Donc, il y a d'autres personnes comme moi. C'est rassurant de voir ça. Enfin, je pense que c'est un peu comme une délivrance de dire waouh. Mais oui, très rassurant parce que tu te sens seul en fait dans tes réflexions. Comme moi, j'étais déjà dans un cheminement en plus un peu personnel, je découvrais plein de choses. À l'époque, moi, j'allais sur Virgin, donc sur les Champs-Élysées, à Virgin-sur-les-Champs. J'aimais bien ces boutiques aux Champs-Élysées. Ouais, j'aimais bien aussi. Et il y avait très peu de bouquins en développement personnel. Je pense qu'il devait y avoir une dizaine ou une vingtaine de bouquins, un truc comme ça. Donc, je les ai tous lus. Et ça m'a amené à être une espèce de curiosité de découvrir plein de bouquins un peu dans ce sens-là. Et voilà, après, tu additionnes les voyages, les découvertes, les rencontres, les bouquins, les arts martiaux, tout ça. Et ce qui fait qu'à un moment donné, à 23 ans, je décide de créer ma boîte. D'accord. Et je me dis, faut que je vole. Avant ça, Julien, du coup, j'ai une question. J'en ai deux, justement, avant de conclure. Parce que dans ton TED aussi, ce que j'ai vu que tu nous as parlé de l'expérience un peu difficile lorsque tu t'es retrouvé en fait SDF avec ta maman. Donc, tu viens d'un milieu modeste, hein, comme moi, comme ce que j'ai compris. C'est ce qui m'a beaucoup touchée dans ton témoignage.
Et comment tu as fait pour rebondir? Tu vois, moi, j'avais noté, tu as dit, tu as accueilli cette expérience et tu es devenu optimiste à toute épreuve. Ouais, je crois que j'avais déjà un peu ce tempérament d'optimisme. En fait, pour situer un peu le contexte sans rentrer dans les détails, du jour au lendemain, en fait, ma mère était gardienne d'immeuble. Et donc, avant que mes parents divorcent, on vivait à 4 dans un 40 mètres carrés. C'était une loge, en fait, c'était tout petit, donc on n'avait pas de chambre, on n'avait pas de vie privée, quoi. Et à 18 ans, moi, j'en avais marre, j'avais besoin justement d'un peu de liberté, quoi. Et puis, je décide de me débrouiller et de trouver une chambre de bonne. Donc, je trouve une chambre de bonne qui n'était pas très loin. Et puis, en fait, il se passe un drame, quoi, on va dire, à un moment donné. Et ma mère, elle est obligée de quitter sa loge parce que sa vie est en danger, en gros. Et donc, du coup, elle quitte son emploi. Et donc, elle quitte son emploi du jour au lendemain parce que menaçait de mort, quoi. Et donc, du coup, elle se retrouve dehors. Mon frère lui propose de venir chez lui. Et puis, évidemment, mon frère me propose aussi de venir chez eux. Sauf que moi, je n'avais pas envie de déranger et j'avais envie de me débrouiller. Et donc, je me dis, je vais me débrouiller. J'avais cette chambre de bonne. Sauf que quelques jours après, j'apprends qu'elle me sous-loue, en fait, cette chambre de bonne. Et donc, du coup, je suis expulsé de cette chambre de bonne. Et donc, je me débrouille. Et j'accueille cette expérience et je me dis, je vais me débrouiller. J'avais tout un cercle d'amis autour de moi. Donc, je me sentais pas seul, tu vois. Je me disais, ok, je vais aller prendre une douche chez machin. Je trouverai à manger chez lui et tout, etc. Et puis, ça a duré pendant 6 mois. Pendant 6 mois, ça m'a amené, du coup, à m'intéresser à ce phénomène. C'est-à-dire, ces personnes qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la rue. Et donc, du coup, j'ai discuté avec beaucoup de SDF. J'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que pour beaucoup, ils étaient extrêmement résignés. Et donc, du coup, moi, ça m'a amené à développer une forme, je pense, qui était déjà vraiment présente d'optimisme. Ouais. Et il y avait une petite voix en moi qui me disait, de toute façon, je trouverai une solution, quoi qu'il arrive. L'intuition qui t'a guidé. C'est ça, ouais. Je trouverai forcément une solution. Et puis, j'ai trouvé une solution. Hein. J'ai trouvé une chambre de bonne de 10 mètres carrés. À Paris? Non, à Paris, c'est ça, ouais, dans les beaux quartiers. Et puis, ça a été un peu salvateur, hein, parce que je suis arrivé dans cette chambre de bonne qui était au 6e étage sans ascenseur, quand même, il faut le préciser. Et je me dis, bon, ok, c'est cool, au moins là, je vais pouvoir être au chaud, quoi. Donc, c'est chouette, j'ai trouvé un toit. Mais bon, je vais pas rester longtemps ici, il faudra que je trouve autre chose. C'est tout petit, 10 mètres carrés, c'est quand même pas très loin. Et en fait, j'y suis resté 10 ans. 10 ans, c'est passé hyper vite. Et c'est de là où j'ai commencé à créer ma boîte. Donc, mon premier bureau, c'était ma chambre de bonne de 10 mètres carrés. Et puis, après, les choses se sont accélérées. Hein. Comme quoi, tu vois, il faut suivre son intuition et croire en soi. Hein. J'ai démarré, t'imagines, pour les gens qui nous écoutent, j'ai démarré avec 0 diplôme, parce que j'ai pas de diplôme. Ouais. J'ai essayé de passer mon bac 2 fois, de passer un BTS. J'ai même pas mon BEPC, j'ai rien du tout. Je me lance donc sans diplôme dans le monde du tourisme, donc autrement dit un secteur que je connaissais pas. Je n'avais pas d'argent, mais par contre j'avais la niaque et j'avais cette envie en fait de me dire mais je sens qu'il faut que j'apporte quelque chose à cette planète. Je sens que j'ai une mission, il faut que je fasse un truc. Et donc je me lance là-dedans contre toute attente. Je quitte un emploi où j'étais, comment ça s'appelle, tu sais, j'étais en BTS en alternance, donc du coup j'étais en alternance. L'action commerciale, tu m'as dit, ouais. C'est ça, exactement. Et donc je quitte ce truc-là pour lancer mon entreprise. Et donc évidemment, tout le monde autour de moi me dit, mais t'es fou, Julien. Et ben, je dis, mais non, mais moi je le sens, je pense que ça va marcher. Et heureusement que je ne les ai pas écoutés. Alors pendant 2-3 ans, ça a été très compliqué, parce que le modèle économique était extrêmement nouveau en fait dans le monde du tourisme. J'ai créé le marché du tourisme éco-responsable à l'époque sans me rendre compte. Et donc ça a mis du temps à se mettre en place structurellement, on va dire. Et puis voilà, heureusement que j'ai tenu, parce qu'après j'ai réussi à trouver des investisseurs qui ont cru en moi. Et donc du coup, j'ai quitté ma chambre de bonne de 10 mètres carrés pour un bureau de 40 mètres carrés où j'ai pu employer des personnes. Et après, voilà, les choses se sont enchaînées. Hein. Mais tu vois, d'où l'importance de s'écouter, de prendre soin de soi, parce que déjà à l'époque, j'avais déjà cette routine en fait qui était intégrée. Je faisais, tout ce que je t'ai cité juste avant, c'est ce que je faisais déjà moi à l'époque. Oui. Et pour moi, c'est le secret de tous les chefs d'entreprise qui réussissent, c'est qu'ils ont compris qu'ils prenaient soin d'eux avant de prendre soin de leur entreprise, de leur femme, de leur mari, et tout ça. C'est la base. Et tu vois, je viens aussi ce que tu avais mis dans ton TED. Tu vois, moi, j'aide les femmes à se reconnecter à elles-mêmes, à ce qu'elles puissent vraiment aussi prendre conscience de leurs talents. Et toi, tu as dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est se connecter à ses excellences. Oui.
Mais complètement, parce que ça, c'est pareil, on ne nous accompagne pas lors de l'éducation. C'est-à-dire, sur les bancs de l'école, globalement, on essaie de tous nous faire entrer dans une seule et même boîte parce que c'est ce qui est le plus pratique. Et de manière très pragmatique, moi, je le comprends parfaitement, parce qu'on sait qu'il y a à peu près 8 formes d'intelligence différentes. Donc, sur des classes de 30, c'est très challengeant pour un enseignant de s'adapter à l'ensemble de cette population. Mais on met de côté totalement justement l'enfant tel qu'il est. Et comme on est quand même globalement tous différents et que je pense qu'on a tous des excellences, on est tous de manière innée très très bons dans plusieurs choses. C'est-à-dire, je vais dire une bêtise, moi par exemple, je vais être bon, je sais pas, en tant que maçon. Et je vais m'en rendre compte si on m'accompagne dans cette direction. Je vais voir en fait que pour moi, j'adore le bois. Et puis je prends du plaisir, et puis c'est hyper simple en fait pour moi de faire des jolis meubles par exemple, alors que pour toi c'est une vraie tanasse, c'est juste pas possible. Et, pour toi par contre tu es super à l'aise, je dis une autre bêtise, en mathématiques, tu vois en fait que pour toi les chiffres c'est trop simple, je sais pas, la comptabilité pour toi en 2-2 c'est fait, alors que pour moi ça va être extrêmement compliqué. C'est ça ce que j'appelle les excellences, c'est là où pour une personne c'est très simple, alors que pour une autre c'est extrêmement compliqué. Et toi, si j'ai bien compris, Julien, et tes excellences étaient plutôt liées à ton savoir-être. Tu dis que tu sais fédérer une équipe, tu es un très bon communicant, et ce n'est pas forcément des choses qu'on va développer à l'école, élémentaire. Ah non, parce qu'à l'école, on te met en compétition avec tes camarades. Ouais. Tu vois, on ne te met pas dans la coopération, dans la co-création. Quand tu es à l'école, on ne t'apprend pas non plus à développer ta créativité. Et on a tous un pouvoir de créativité qui est hallucinant, mais sauf qu'on nous le coupe en fait très rapidement. Et donc moi, je pense que j'ai préservé ça. Julien, est-ce que tu as un mot pour conclure? Alors pour les personnes, je sais que parmi mon audience, c'est plutôt des femmes qui ne sont pas épanouies justement dans leur travail, qui n'osent pas trop en fait passer à l'action par rapport à leur peur, etc. Est-ce que tu auras un mot pour elles? Pour moi, déjà, il faut qu'elles s'écoutent. Et je sais que c'est pas évident parce qu'on a toujours, à mon sens, un entourage qui est quand même bienveillant, qui essaie de nous apporter son opinion, mais c'est pas forcément le meilleur, dans le sens où il faut vraiment s'écouter soi. Et donc pour s'écouter soi, je reviens à ce que je disais au tout début, il faut prendre soin de soi. C'est vraiment, à mon sens, l'une des clés. D'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant là-dessus, qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche » de Napoléon Hill. J'adore. Ouais, il est très bien ce bouquin. Et il parle un peu de tout ça, en fait. C'est vraiment s'il y a des choses à retenir, c'est ça, quoi. C'est pour s'écouter, il faut prendre soin de soi. Si vous prenez soin de vous et donc que vous mettez en place une hygiène de vie, donc une routine de vie, vous allez voir en fait que votre potentiel de créativité il va être beaucoup plus performant. En tout cas, vous serez beaucoup plus réceptif. Vous aurez une énergie débordante pour mettre en place des projets. Vous allez attirer des gens qui seront probablement sur la même énergie que vous, et sûrement aussi complémentaire avec vos excellences, ce qui est chouette. Donc pour moi, vraiment, la clé, c'est vraiment de s'occuper de soi et de prendre soin de soi et d'essayer de se déconditionner de tout ce qu'on nous a appris, où on nous fait croire que c'est égoïste en fait, de s'occuper de soi. Par exemple, avant ses enfants, quoi. Voilà, on nous fait croire que c'est complètement égoïste, alors que pas du tout. C'est vraiment il faut retenir l'exemple qu'on nous donne quand on va dans un avion. On nous dit, si à un moment donné, l'avion se dépressurise, il y a les masques qui sortent. Ils le disent bien, il faut que d'abord l'adulte prenne le masque pour lui avant de le donner à l'enfant ou par exemple une vieille dame qui est à côté de nous ou un vieux monsieur qui ne pourrait pas lui se débrouiller tout seul. Et ça résume beaucoup de choses, ça veut dire qu'il faut d'abord s'occuper de soi avant de vouloir s'occuper des autres. Et je ne dis pas que c'est simple, hein. C'est loin d'être simple. C'est juste qu'il faut vraiment acter les choses et les mettre en place, quoi. Et tous ceux qui ont une réussite personnelle et professionnelle sont dans cette dimension-là. Exactement. C'est pas des gens qui sont alcooliques, cocaïnomanes et. Oui, c'est une hygiène de vie saine. Exactement, mais oui. Tout est lié. Merci beaucoup, Julien, pour le temps que tu m'as accordé. Puis j'espère que ça encouragera nombreuses personnes qui nous regarderont. Et puis, Julien, donc pour te suivre, donc c'est plutôt actif sur LinkedIn. Un peu partout, hein. Il suffit d'aller sur Facebook, sur LinkedIn aussi, oui, sur Instagram. En fait, le plus simple, c'est de taper Julien Perron avec un seul R dans un moteur de recherche et vous verrez, il y aura plein d'infos. Très bien. Et puis le fameux TED aussi que j'invite vraiment les personnes à pouvoir regarder. Très bonne journée à toi, Julien, et puis à très bientôt. Merci d'avoir accepté mon invitation. À bientôt.